ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La flat tax pour tous les gens qui ont des actions et des revenus financiers. La baisse de l'impôt sur les sociétés. Le CICE qui est devenu une baisse de charge. Si vous avez lu ça et que vous trouvez ça bien, vous assumez, vous êtes de droite, même si vous mangez des graines et que vous mettez des Birkenstock. J'en peux plus de ces postures qui veulent rien dire. Je veux dire, moi, Retailleau, il veut de l'ordre. Qu'on lui pose la question. Vous voulez de l'ordre, donc vous voulez plus de police, combien vous donnez aux policiers? Combien ça va coûter en termes de dépenses publiques, vous qui voulez réduire les déficits? Vous allez couper où? Dites-le aux Français. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Avec tous les discours qu'on entend autour de nous, il est bon de comprendre, analyser et décrypter. Vous êtes plus de 50 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de partager cette pétition sur tnt.lemediatv.fr. Merci beaucoup. Le média ne vit que par votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner sur lemediatv.fr/soutien. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, le gouvernement est enfin tombé et on revient sur les débats autour d'une hausse ou pas des impôts suggérés par le Premier ministre. C'est parti. Ça y est, après 2 semaines d'attente depuis la nomination de Michel Barnier Premier ministre, rappel, Emmanuel Macron avait refusé Lucie Castet car il fallait composer un gouvernement rapidement et facilement. Bref, on sait enfin quels sont les ministres en poste, le fameux gouvernement de compromis après un résultat des élections législatives éclaté. Voici ce qui est sorti du scrutin. Voici la composition du gouvernement. Vous ne rêvez pas, 10 républicains, 4 divers droits, 2 horizons, 12 Renaissance ensemble, 3 Modem, 2 UDI et 1 divers gauche, Didier Migaud, ex-président de la Cour des comptes, nommé ministre de la Justice, qui nous parle déjà de maîtrise budgétaire et d'un effort collectif sur les comptes publics. Parmi les 39 ministres et secrétaires d'État, on retrouve Bruno Retailleau à l'intérieur, qui incarne une droite très conservatrice, proche de la Manif pour tous, contre la constitutionnalisation de l'IVG, ou qui parlait de régression vers leur origine ethnique, sans parler de ses propos sur la colonisation ou encore le voile. D'autres profils de ce type font partie du nouveau gouvernement. L'ex-majorité reste majoritaire. Guillaume Kasbarian passe du logement à la fonction publique. Agnès Pannier-Runacher passe de la transition énergétique à l'écologie. Ses liens avec une entreprise pétrolière n'ont visiblement eu aucun effet. Et en ce qui nous concerne, Bercy, le ministère de l'économie, est attribué à Antoine Armand, 33 ans, sorti des plus grandes écoles parisiennes, et à l'inspection générale des finances depuis sa sortie d'école en 2018. Et le budget arrive très vite, le 9 octobre. Vous ne trouverez pas dans un tiroir de mon bureau je ne sais quelle recette miracle pour rétablir nos comptes publics, a prévenu l'ancien ministre de l'économie. Michel Barnier parle d'une coalition de 220 à 230 députés. Les 193 députés du NFP arrivés en tête, aucune trace. Gabriel Attal, désormais chef de file des macronistes, a demandé des garanties en ce qui concerne le mariage pour tous ou encore l'IVG, et le Premier ministre a garanti que les lois seront préservées. Sacha Houlié, lui, ancien macroniste, dénonce un gouvernement qui penche à droite toute, tel que François Fillon l'aurait voulu en 2017. Jordan Bardella, lui, décrit un mouvement qui signe le retour du macronisme. Pour l'instant, le RN n'annonce pas de censure, mais fait planer la menace. Et la gauche, portée par le NFP, elle dénonce un déni démocratique. Thomas, qu'est-ce que ça t'inspire, là, ce gouvernement? Est-ce que le « en même temps » fonctionne? Le en même temps n'a jamais fonctionné parce qu'il y avait surtout une orientation à droite de Macron depuis le début. Alors ça me fait rire quand tu cites la petite phrase de Sacha Houlié, mais entre Macron et Fillon, il n'y avait pas de grande différence dans la philosophie du programme. Je veux dire, par exemple, Macron voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Fillon voulait en supprimer 150 000. Alors certes, Fillon était beaucoup plus à droite, mais la philosophie était la même. C'est-à-dire qu'il fallait supprimer le nombre de fonctionnaires, il fallait redonner plus de force au marché. D'un point de vue économique, c'était la même chose. Après, il est vrai, sur le sociétal, Macron, en 2017, n'avait pas fait sa campagne sur des questions sociétales, ce que faisait notamment en partie François Fillon. Mais sur l'économique, c'était le même. Alors, qu'est-ce que nous indique en fait la réaction de Macron, qui fait en sorte finalement de ne pas écouter le résultat des élections, et qui fait en sorte que le parti le plus faiblement élu, celui qui a perdu le plus de députés avec lui, voilà, largement, soit au pouvoir. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Retailleau qui ne pensaient pas un jour être ministre sous Macron, qui se retrouvent aujourd'hui ministre. Donc on dirait vraiment presque une recomposition d'un gouvernement, parce que Macron avait l'habitude d'aller chercher des gens à droite, plus que les résultats d'une élection. Et je crois que c'est la première fois qu'on a des gens qui vont être en exercice, qui n'ont pas été élus sur un programme.
Parce que vous voyez, on a souvent reproché aux gens de « Ah oui, ils veulent faire tout le programme, rien que le programme ». Mais oui, mais on se fait élire pour un programme à la base. Hein. C'est ça, la politique. Il faudrait peut-être le rappeler à certains journalistes politiques. Et donc là, on a un gouvernement, au final, qui va se exercer alors qu'il n'avait pas de programme. Il n'en avait aucun. Donc tout s'est fait vraiment en tâtonnant à droite et à gauche. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on voit bien que la vraie question qu'il faut tout le temps préserver chez les macronistes et chez les gens de droite, c'est la question économique. En fait, qu'est-ce qui faisait peur à Macron ? Qu'est-ce qui faisait vraiment peur ? C'était le programme économique du NFP, c'était la hausse du SMIC, c'était la taxation des gens les plus fortunés. C'est ça qui faisait peur. C'était aussi probablement un plan de relance et des investissements publics dans les services publics. C'est ça qui faisait très peur à Macron. C'est pas les gesticulations de Mélenchon, c'est pas les questions environnementales d'Europe Écologie Les Verts. Ce qui lui faisait peur, c'était le programme économique. Et ce qu'il voulait absolument, c'était préserver les réformes économiques qu'il avait fait, quitte à s'associer avec, tu l'as bien dit, des gens qui sont contre le mariage pour tous, des gens qui ont des positions très conservatrices, et ce qui prouve d'ailleurs que le libéralisme amène toujours au conservatisme, quoi qu'on en dise. Et donc on voit bien que le but de Macron est vraiment de préserver sa politique de l'offre, qui consiste à faire des cadeaux aux entreprises et à couper dans les services publics, donc à casser le service public et à faire des réformes qui portent sur la majorité des gens les plus fragiles dans notre pays, c'est-à-dire ceux qui sont malades avec l'assurance maladie, le chômage avec l'assurance chômage et les vieux avec les retraites. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire, c'est qu'on est prêt à passer sur le résultat d'une élection, préparer un espèce de gouvernement comme ça, en faisant un casting, en allant chercher des gens qui n'ont pas du tout gagné ou des gens qui étaient complètement out, on va dire, de la politique, tout ça pour préserver un modèle économique qu'on a mis en place il y a quelques années et qui ne sert qu'une minorité. Donc ça devrait faire réfléchir les gens et pour qu'ils comprennent que vraiment la question économique est probablement la question plus importante parce qu'on touche au nerf de la guerre qui est l'argent. Justement, là, il y a des macronistes qui quittent le navire en disant là, c'est vraiment trop à droite. Mais c'est vrai que tu l'as rappelé, le programme économique de Macron, c'est un programme économique très libéral, très dur au niveau économique. Et donc, déjà, quand on est dur économiquement, est-ce que ça annonçait pas déjà pour le social ? Par exemple, quand on enlève des fonds aux services publics ou aux associations, alors que c'est les services publics et les associations qui sont les premières protections des pauvres, des personnes minorisées, pour aider les gens dans la rue, pour aider les migrants, etc. Est-ce que c'était pas déjà annonciateur économiquement de tout ce qui allait arriver socialement? Bah si, complètement. Enfin, si vous saviez un peu lire, et c'est ça moi qui me fait trop rire dans les macronistes qui retournent leur veste. Il y en a déjà beaucoup qui ont retourné leur veste. Est-ce qu'ils retournent leur veste parce qu'ils ont eu, je sais pas, ils ont été touchés par la grâce et ils ont appris à lire en l'espace d'un quinquennat, ils ont lu le programme de Macron de 2017 et se sont dit, ah, il est peut-être un peu à droite, ou est-ce que parce que c'est des stratégies personnelles où ils voient qu'il n'y a plus vraiment de débouchés du côté de la Macronie et je comprends qu'un jeune comme Sacha Houlié ou comme d'autres avant, on peut en citer plein, je crois qu'il y en a au moins une dizaine qui ont rejoint le NFP d'ailleurs, sentaient que le vent tournait et se sont dit, ah bah tiens, on n'avait pas remarqué qu'en 2017 Macron était un libéral, alors que ces gens-là ont voté quasiment toutes les plus grosses réformes qui ont été faites au début du quinquennat. Je les rappelle parce qu'elles sont importantes, il ne faut jamais les oublier. C'est la baisse de 4 milliards d'impôts avec la réforme de l'ISF ciblée sur les plus riches, sur les 1% des personnes qui détiennent 25% du patrimoine. Ces gens-là ont une baisse d'impôts de 4 milliards alors qu'ils détiennent déjà 25% du patrimoine français, donc ils sont extrêmement riches. C'est ce qui s'est passé. C'est la baisse de l'impôt sur les sociétés. D'accord ? C'est le CICE qui est devenu une baisse de charge. Et on sait que le CICE a profité majoritairement aux grandes entreprises. C'est la flat tax pour tous les gens qui ont des actions et des revenus financiers. Ça concerne les 10% les plus riches. Et majoritairement, les gens qui sont plus vous êtes riches, plus vous avez des actions en général. Et c'est une partie des suppressions de la continuité de la politique de suppression des dotations aux collectivités locales et une suppression de postes dans la fonction publique locale. C'est ce qui s'est passé. D'accord ? Ce qui a amené d'ailleurs en partie au mouvement des Gilets jaunes. Et ces gens-là, ils ont voté tranquillement ça. Ils ont voté ça. Chaque fois, ils ont voté. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Ils les ont tous votés comme ça, tranquille. Et maintenant, ils disent Macron est un peu de droite. Mais quand on lisait 2017, Macron, c'était, je vous l'ai dit, 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, dont 50 000 dans la fonction d'État, l'éducation, la police, l'armée, les hôpitaux. C'était 70 000 dans les collectivités locales. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y en a besoin dans le périscolaire, dans le nettoyage, etc. C'était 60 milliards d'économies sur la dépense publique, dont 25 milliards ciblés sur les aides sociales, sur la sphère sociale, pardon, c'est-à-dire l'assurance maladie et l'assurance chômage. Donc quand on lit tout ça, et puis après il y avait la loi travail, n'oublions pas aussi. J'ai oublié qu'ils ont voté aussi la loi travail. Quand vous lisez tout ça,
vous ne pouvez pas vous dire ah ben là il y a quand même une orientation de gauche dans le programme de Macron. Là on peut pas dire Macron est ni de gauche ni de droite. Il était de droite tout simplement. La philosophie était de droite. Voilà. Donc il faut assumer un moment. Alors peut-être ça va trop à droite pour eux, mais j'espère que la gauche ne les acceptera pas. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui veulent se séparer aujourd'hui, enfin, qui ont des stratégies plutôt personnelles que des stratégies d'union, alors que là, on vient de se faire avoir, c'est peut-être pas... Enfin, la gauche vient de se faire avoir, c'est peut-être pas le moment. Mais là, je pense qu'à un moment, il y a une limite, parce que c'est ça aussi qui fait que les électeurs, ils comprennent pas trop où on va, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment, être à la droite, puis passer à la gauche, puis représenter à un moment même la gauche qu'on dit radicale, tout en ayant été macroniste, c'est quand même un peu compliqué, hein. Alors, soit les gens sont idiots, parce qu'ils ne savent pas lire, hein, soit ils ont adhéré à ce type de réforme, et dans ce cas-là, il faut qu'ils assument jusqu'au bout. Quand tu dis les gens, ouais, tu parles des élus. Non, je parle des élus, ouais, tout à fait. Je pourrais parler aussi un peu des électeurs, mais bon, c'est une autre question. Parce que c'est vrai que quand on a un électeur, on lit un programme, et si on pense que, je sais pas, moi, Macron est de gauche en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires, je ne sais pas où est-ce qu'on vit, hein, parce que dans beaucoup d'endroits, il manque des fonctionnaires. Hein, il suffit que vous alliez mettre votre enfant dans une crèche et vous vous en rendez compte, ou quand vous êtes prêt à faire des économies sur l'assurance maladie, si vous avez lu ça et que vous trouvez ça bien, ben, il faut assumer, hein, vous êtes de droite, hein, même si vous mangez des graines et que vous mettez des Birkenstock, vous êtes de droite. Mais on voit même que même quand les gens finissent par voter autre chose, en fait c'est quand même Macron qu'on retrouve au pouvoir. Et encore, on dit ça, mais il y a quand même la menace du RN, parce que c'est eux qui vont faire la bascule au niveau de la menace de censure ou pas. Donc pour aller les draguer, pour pas se faire censurer, on peut aussi se retrouver avec des idéologies et des mesures RN, ce qui est déjà arrivé dans le camp macroniste, hein, pendant les 2 quinquennats qu'on a vus, bien sûr. Oui, mais là, le trait d'union est beaucoup plus poussé. Oui, bien sûr, évidemment. En mettant M. Barnier, qui mettait en avant sa politique de rupture, qui était quand même la politique de rupture à l'époque de la primaire de droite, qui était sur l'autorité et l'immigration. Il l'a redit, on va revenir dessus. Il l'a redit encore. Donc là, on a clairement le trait d'union entre la droite et l'extrême droite. Donc Macron préfère réaliser finalement un bloc qui va du macronisme avec des gens qui soient à la frontière de l'extrême droite, hein, mais dans l'idéologie, voilà, mais dans l'idéologie qui, on va dire, combattre le Front National en ayant la même idéologie, plutôt que d'aller sur la gauche. Mais c'était quasiment sûr. Alors il y a le sujet des impôts qui est revenu tout de même, tant le gouvernement se retrouve confronté à l'état des comptes après les divers cadeaux aux plus riches de Bruno Le Maire, on en a déjà beaucoup parlé. On a vu que le nouveau ministre de l'économie se penche même sur le sujet, on l'a entendu, et Michel Barnier répondait à ce sujet sur France 2 ce dimanche soir, on va regarder. Non, je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Pas de hausse d'impôts ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation, je ne vais pas exclure que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale, participent à cet effort national. Est-ce qu'on va enfin voir là une taxation des plus riches et des grandes entreprises, Thomas ? Il y a de plus en plus de voix qui appellent à ça, hein. Par exemple, le gouverneur de la Banque de France a dit qu'il faudrait mettre en place un impôt sur les hauts revenus ou les grandes multinationales de manière provisoire jusqu'à ce que l'on soit retourné à 3% de déficit. Si l'alpha et l'oméga de toute politique est de revenir sous les 3% de déficit, ça ne pourra pas se faire qu'en coupant dans la dépense publique. Ça va être trop sévère, surtout d'ici à 2027. Ça risque d'être beaucoup trop violent. Et aujourd'hui, même des voix libérales se rendent compte que ça risque, dans ces conditions-là, d'amener à des contestations sociales d'une rare violence. Donc, ils partent du principe qu'il devrait y avoir une contribution. Mais en disant ça, moi, je vois 2 choses. Je vois la stratégie politique. Il faut bien que ce Premier ministre se différencie un petit peu de Macron, parce que là, c'est très difficile. Hein. Je veux dire, en tous les cas, sur la question économique, hein, même si Macron a envie de préserver ça. Et puis après, tout type d'impôt qui sera mis en place sera probablement provisoire. Mais je ne vois pas comment il... Enfin, moi, j'ai bien peur qu'au final... ce soit de l'effet d'annonce, c'est-à-dire qu'on mette une taxe supplémentaire sur X ou Y chose qui sera extrêmement facilement contournable par des niches ou par des processus d'optimisation fiscale et qu'au final on ne récupère rien, mais que politiquement on pourra dire j'ai mis en place cette taxe qui a permis de récupérer quelques centaines de milliers d'euros ou peut-être quelques millions d'euros, mais qui ne seront pas suffisantes et qui sera de l'ordre du symbole. Parce que la vraie question en fait aujourd'hui, c'est pas tant la question de la pression fiscale théorique, qui peut parfois être assez forte sur le papier.
C'est juste le fait que les plus riches arrivent à contourner aujourd'hui l'impôt, que ce soit les grandes multinationales ou les hautes fortunes. Ils le contournent facilement par des mesures qui ont été mises en place par des politiques, type Dutreil, etc. Mais aussi parce que en Europe, vous pouvez très facilement vous installer dans des paradis fiscaux ou installer une partie de vos affaires dans des paradis fiscaux via des mécanismes fiscaux mis en place par des cabinets. Donc la vraie question, elle est là, d'arrêter ça et d'aller chercher ceux qui ont de l'argent et qui le placent ailleurs. Mais là, je ne pense pas que ce soit l'objectif du gouvernement. Oui, il y a Sylvain Maillard, donc macroniste, qui disait dès le lendemain que c'était peut-être pas une bonne idée, qu'il ne fallait pas toucher aux impôts toute la politique en fait, que les macronistes ont mis en place. Et on dit qu'il y avait d'autres économies à faire d'abord avant de toucher aux impôts. On commence à plus en trouver, ou alors dans ce cas-là, on privatise tout. Ça va être compliqué, mais en tout cas, les macronistes restent encore campés sur cette position. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que cet, entre guillemets, effort qui va peut-être être demandé aux plus riches, alors que ce n'est pas un effort, c'est juste un rééquilibrage, parce qu'on va le rappeler à tous les épisodes, mais les infimes plus riches et les grandes entreprises paient moins d'impôts en proportion que la classe moyenne ou les PME, TPE quand on parle d'entreprise. Est-ce que ce mini-effort, et ça va être après vu dans les médias comme c'est un grand effort, les riches participent, enfin machin, est-ce que ça va permettre de l'autre côté une casse sociale en disant regardez, les plus riches, ils ont participé, donc maintenant les chômeurs et les malades, vous pourriez participer aussi un petit peu? Moi, je connais personne qui a une politique de rééquilibrage du déficit que par la taxation des hauts revenus ou des grandes sociétés. Personne. La plupart du temps, les gens veulent le combiner avec une coupe de la dépense publique. Donc la souffrance, elle sera là. Soit elle est directement portée sur les services publics, donc sur l'ensemble de la société, parce que rappelons-le, le service public, c'est le patrimoine du pauvre. Ou sinon, elle est portée en partie, mais plutôt majoritairement, soit dit en passant, en partie par la dépense publique et de l'autre par une taxation sur des hauts revenus, qui encore une fois, si elle est juste théorique, ne rapportera rien. Il faut qu'elle soit bien sûr écrite dans la législation, mais après il faut que les gens aillent chercher l'argent dans le cas où il y a des abus. Mais a priori, ça devrait être beaucoup plus concentré, de toute façon, tout le monde le dit, sur la coupe de la dépense publique. Et là, moi je me demande où est-ce qu'ils vont aller chercher, parce qu'on a fait plusieurs réformes de l'assurance chômage. Alors, ou peut-être le but, c'est de la supprimer. La réforme des retraites, on vient d'en faire une qui a été quand même douloureuse, où les gens étaient majoritairement opposés. Restent ensuite les services publics. Alors, on nous parle toujours de la même chose, de la même rengaine, les frais de fonctionnement, l'organisation. Ouais, peut-être, d'accord, si vous voulez. Mais vous rapportez combien avec ça? Quoi, 1 milliard, 2 milliards maximum? Allez, mais vraiment, là, je joue le jeu, parce que je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de réformes et de réorganisations qui ont été faites dans les services publics. Mais imaginons qu'on joue avec ça. Vous n'allez pas trouver vos 20 milliards par an jusqu'en 2030. Ce n'est pas possible. Donc, vous allez couper où? Dites-nous alors dans ce cas-là. Allez, affichez-le. Dites dans l'éducation. Dites-le aux Français. À l'hôpital. Dans l'armée, dans la police, mais il faut le dire clairement. Surtout tous ceux qui bossent dessus le disent qu'à la fin, ça coûte plus cher de faire des économies dans le service public que d'investir dedans. Qu'est-ce qui se passe en fait? Au bout d'un moment, il y a un événement majeur qui se dit « Ah bah tiens, on a trop désinvesti dans tel secteur ou tel secteur ». On se souvient du Covid avec l'hôpital. Et puis pour les collectivités locales, parce qu'elles sont vachement pointées du doigt, qu'est-ce qui se passe quand on supprime des postes de fonctionnaires, par exemple dans le nettoyage? Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles ne vont pas laisser la ville sale. Donc elles ont recours à des entreprises privées qui souvent sont plus chères et qui après en fait ont une compétence qu'elles n'ont plus. On l'a vu avec le cas notamment de l'eau, à un moment l'eau qui était privatisée et puis qui est redevenue aujourd'hui publique. Donc c'est de la stratégie à courte vue, c'est idiot. Mais dans la tête des gens, dans leur tête à eux, il n'y a pas de souci de demander des études à des cabinets de conseil. On l'a vu comme McKinsey, qui par ailleurs ne payait pas d'impôts en France, ce qui était aussi assez particulier. Et tout le monde faisait comme s'il ne le savait pas. Donc il y a cette idéologie de dire que le privé est mieux et qu'il faut supprimer la dépense publique. Mais vous verrez ce qu'on aura. On aura à la fin moins de dépenses, on aura moins de services publics de qualité, on aura moins de prestations sociales pour les plus pauvres. Mais vous verrez, je prends le pari, que le déficit ne sera pas réduit, la dette ne sera pas réduite, parce qu'il y aura un tel impact négatif sur le PIB que le déficit et la dette libellée en pourcentage de PIB ne vont pas diminuer. Sur la réforme des retraites, on vient d'en parler, le Premier ministre n'a pas de réponse précise et dit faire confiance aux partenaires sociaux pour, je cite, améliorer la loi. Il n'a pas l'air de revenir sur les 64 ans et reste sans surprise sur la ligne LR en parlant des carrières longues, par exemple. Est-ce qu'on est d'accord là qu'aucun point du programme du NFP ne sera retenu par ce gouvernement qui est normalement, je le cite, un gouvernement de compromis puisque le NFP est arrivé en tête?
Oui, alors en compromis, je cite les éléments de langage, bien sûr. Les éléments de langage. Bon, Macron, il s'est dit c'est le compromis parce que le NFP ne voulait pas, ne voulait plus discuter, donc je suis resté avec ceux qui voulaient discuter. Aucun élément du programme du NFP ne sera dans le programme. Sauf si Barnier, demain, a une hallucination, je ne sais pas quoi, et tout change. Il voulait même étendre plus loin, décaler encore plus loin l'âge de départ à la retraite dans son programme de primaire. La philosophie est la même. Vraiment, la philosophie est la même. Donc, il faut oublier ce que le NFP est arrivé en tête. On nous a expliqué qu'il n'était pas arrivé en tête. Et finalement, les derniers sont devenus aujourd'hui les premiers qu'est les LR. C'est arrivé en tête. Et même quand on regarde l'équilibre des forces, il y avait un peu plus d'un tiers pour le NFP. Et là, vous avez toute une partie des électeurs qui ont été complètement oubliés, cachés, etc. C'est les électeurs du NFP. Alors, il n'y a rien d'étonnant. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant, parce que je ne voyais pas Macron lâcher sur sa politique économique. Je ne le voyais pas là-dessus. Maintenant, moi, je suis obligé d'en vouloir un minimum au parti de gauche. Parce que combien de fois ils vont nous faire le coup, en fait ils nous ont quand même fait beaucoup de fois le coup. Non, mais en 2017, bon, ils ne pouvaient pas s'allier, ils nous ont fait le coup. Puis après, ils n'ont jamais voulu s'allier dans les différentes élections qu'il y a eu. Là, la présidentielle, la gauche était à quelques voix finalement d'un second tour. Mélenchon a fait son score, 23%. Ils n'ont pas voulu s'allier avant, alors que tous ont fait en dessous de 5%. Ils ont dû faire du crowdfunding pour être remboursés. Personne n'a voulu lâcher son petit pourcentage pour prendre le pouvoir. Et puis, quand il s'agissait de sauver leur poste, ne l'oublions pas, l'Alliance s'est fait très rapidement et a fait la NUPES. Là, il n'y a pas eu de souci. Et la NUPES, elle a duré que même pas 2 ans. C'est-à-dire, c'est quoi 2 ans? C'est rien. Même pas 2 ans, ils s'en voulaient déjà. Ils voulaient tous y aller, mais tous y aller à part pour des questions de boutique, de carrière personnelle, de calcul de coin de table pour avoir un poste en plus. Et regardons la finalité. Alors après, ils ont perdu, il y a des solutions, ils se sont remis ensemble. Là, on est ensemble. Tu demandes de la responsabilité là pour 2027. Regardons le résultat. Enfin, c'est pitoyable. Moi, j'en veux. Enfin, je veux dire, si à un moment les partis de gauche étaient plus intéressés aux gens d'en bas qu'à leur poste, on n'en serait pas là. Parce que tout ce qui s'est passé depuis 2017 en termes de réformes qui a porté sur les plus fragiles, et les gens n'arrivent pas à se dire à un moment il faut une stratégie pour gagner. Et même quand ils l'ont à un moment, pour une élection ils n'arrivent pas à se dire on va se mettre ensemble. Non, on fait des calculs. Alors là, on en aura plus, on en aura plus. On ne veut pas se mettre ensemble. Mais après, attention, comme on dit, il y a une dissolution, on se remet ensemble. Et là, ça va. Alors effectivement, après, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Là, ça marche. Et ça, il faut le dire. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont été premiers. Et malgré les tentatives de les casser, ça ils sont casse restés pas. unis. Et ils ont réussi à présenter un Premier ministre. Et c'est ce que doit faire normalement un parti uni. Ils ont accepté qu'il y avait des divergences chez eux et que ces divergences, elles étaient plutôt constructives que destructives, même s'il y a une partie quand même de certains groupes qui torpillent cette alliance de toutes parts. Mais grosso modo, ils ont vu. Mais quand moi je vois ça, je me dis mais pourquoi on l'a pas fait? Pourquoi ça n'a pas été fait quelques mois avant? Et pourquoi ça n'a pas été fait quelques années avant? Je veux dire, parce qu'après c'est quoi? C'est des gens qui travaillent plus longtemps. C'est des gens qui ont des services publics moins bons. C'est des gens qui, s'ils tombent au chômage, quel que soit leur âge, vont avoir des mois de prestations chômage beaucoup plus courts pour rebondir. C'est la vie de centaines de milliers de personnes qui est beaucoup plus fragile aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent « Oh, ça sert à rien la politique et tout » devant ce spectacle. Moi, c'est à titre personnel, en tant qu'observateur lointain de tout ça, on ne peut que se dire mais quel gâchis. Et voilà le résultat. Voilà. Surtout avec l'extrême droite qui est l'allié des libéraux et qui a même dit oh non, il ne faut pas augmenter les impôts, etc. et qui se voit un peu garant aussi de la politique. L'extrême droite est aujourd'hui pivot de la politique française, c'est très clair. Je veux dire, Macron a fait une dissolution pour pas que ce soit le cas, mais c'est le cas. Et protège aussi les plus riches et les grandes entreprises. Mais on l'a dit, le programme de Macron et de Le Pen, on l'a dit, se ressemble énormément. C'est un programme d'offres. C'est juste le RN a une constante, c'est le fait de s'en prendre constamment à l'immigration. Bon, ça a contaminé une partie des macronistes et la droite a toujours été à cheval un petit peu là-dessus, une partie de la droite, et c'était le cas notamment de Barnier.
Donc, je veux dire, c'est plutôt les idées libérales et conservatrices, comme on l'a vu en Italie, comme on l'a vu aux États-Unis, comme on l'a vu au Royaume-Uni, qui sont en train de dominer plutôt que les idées de gauche. Et Michel Barnier se dit fier du choix de Bruno Retailleau à l'intérieur et parle d'un gage donné aux Français sur la sécurité publique. Le nouveau ministre, lui, n'a qu'un mot, c'est l'ordre à la bouche. Et Barnier, sur France 2, toujours dans cette interview pour présenter un peu son gouvernement, annonce une rupture sur la politique de l'immigration. On va écouter. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas d'idéologie, il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent. Et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Je prends un exemple, supprimer l'aide médicale d'État, c'était une question qui était en débat. C'est un tabou, c'est un totem ? Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Qu'est-ce que ça annonce, là, Thomas ? Un durcissement, encore une fois, on va plus loin ? Moi, je peux plus de ces... Alors là, bon, c'est de la posture, mais j'en peux plus de ces postures qui ne veulent rien dire. Je veux dire, moi, Retailleau, il veut de l'ordre. Bah, qu'on lui pose la question. Ah, vous voulez de l'ordre, donc vous voulez plus de police. Combien vous donnez aux policiers ? Comment vous augmentez leur salaire ? Combien ça va coûter en termes de dépenses publiques, vous qui voulez réduire les déficits ? Puisque l'ordre, c'est l'alpha et l'oméga. Donc l'ordre, c'est le maintenu par la police. Donc, qu'est-ce que tu vas donner à la police comme hausse de salaire, comme hausse d'effectifs, comme hausse de moyens, et combien ça va coûter ? Et combien ça va coûter dans le budget ? Parce que si tu réduis la dépense publique et que tu veux de l'ordre, ça va être quoi à part des mots vains comme ça ? Rien. Donc ça, déjà, il faut... Sur l'immigration. Alors, l'immigration, c'est très mal, etc. On va faire comme nos voisins. Bon, l'Allemagne a beaucoup plus d'immigration que nous. La Suède en a beaucoup plus que nous. D'accord ? Sur la question de l'aide médicale d'État, il y a une méconnaissance complète du dossier. Vous avez aujourd'hui 50% des immigrés qui n'ont pas recours à l'aide médicale d'État parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Au bout de 5 ans, vous en avez encore 25%. 5 ans dans le territoire, 25% qui n'ont pas recours. Je veux dire, tous les médecins vous disent qu'il faudrait justement informer sur l'aide médicale d'État et la généraliser. Parce qu'une maladie, ça se transmet. Vous allez laisser quelqu'un se promener avec la tuberculose comme ça dans le métro ? C'est ça que vous voulez ? C'est complètement irresponsable. C'est idiot et ça ne satisfait que quoi ? Déjà, ça ne coûte quasiment rien. Oui, ça coûte rien. Et je veux dire, ça coûterait plus cher de traiter après coup que de traiter en amont. Tous les médecins vous le disent. Et ça, c'est pour satisfaire l'électorat du RN. Mais concrètement... Sur des idées reçues, en plus, quand il parle, quand Retailleau parle d'ordre, on voit un peu ce que les consignes donnent à la police, etc. On voit toutes les violences policières qui arrivent, etc. Sur l'immigration, on l'a dit plein de fois ici, ça coûte rien. Et au-delà, on est obligé d'avancer des arguments économiques, mais il y a aussi, il en parle Barnier, mais de l'ordre de l'humanité, quoi. Donc, tout ça, c'est basé sur des idées reçues. Et pour, encore une fois, décaler le problème sur c'est l'immigré, c'est l'étranger le problème. Et après, on sait que tout ça mène à, en fait, c'est pas forcément l'immigré qui est le problème, c'est celui qui ressemble moins à ce qu'on pourrait penser d'un Français. Tu vois, il tire un fil quand même quand il annonce ça, et en plus sur des idées reçues, sur des fausses informations. Quand vous avez une politique qui ne convient qu'à une petite partie de la population, qui est la frange minoritaire de cette population, les plus riches, il faut que vous ayez un coupable idéal pour justifier le malheur du reste de la population. Le coupable idéal, aujourd'hui, c'est l'immigré. Alors, quand on dit l'immigré, c'est très simple parce que dedans, vous savez, on met tout. On met aussi le français d'origine étrangère, parfois le français dont les parents sont nés en France, mais les arrière-grands-parents étaient nés à l'étranger. Donc, lui, il est là depuis trois générations. Et on va dire encore, ah oui, mais c'est pas un étranger, il n'est pas intégré, ou c'est quelqu'un d'origine étrangère qui refuse de s'intégrer. Alors même qu'il est français, et qu'à partir du moment où on est français, il n'y a pas de question d'intégration. Quand on est français, et c'est point barre. Il n'y a pas de débat. Donc, le but, c'est de pointer du doigt comme ça une population plutôt racisée, c'est ça, parce que un tiers de l'immigration européenne, ils s'en foutent Barnier. L'immigration allemande, c'est clairement les Arabes qui sont visés. C'est l'immigration africaine, d'origine africaine en premier lieu, et asiatique, indienne, pakistanaise et du sud-est asiatique et chinoise en deuxième lieu. Donc le but, c'est de stigmatiser une population racisée pour expliquer une partie du malheur des Français de souche dû à la politique économique qui a été menée ces dernières années, qui ne profite qu'à une minorité.
Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique. 2 directs par jour du terrain du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Vous le savez, notre candidature solide et soutenue pour une chaîne télé des médias indés sur la TNT n'a pas été retenue par l'Arcom. Le groupe Bolloré, lui, conserve 6 fréquences sur 15, dont CNews. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Continuez à vous abonner, à faire des dons. Vous le savez, on ne vit que grâce à votre soutien. Et on voudrait vous remercier pour tous vos mots d'amour qu'on a reçus à la Fête de l'Humanité la semaine dernière lorsqu'on a tourné en direct. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.